Salut à tous et bienvenue dans Maths à propos, épisode 70. Épisode 70, un nouveau chiffre rond, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai sorti le grand jeu. J'avais déjà pu faire dans un épisode précédent une verticale Highland Park, et je remets le couvert, cette fois-ci avec une verticale Glenmorangie. Je vais comparer à l'aveugle 6 embouteillages différents. Toutes les bouteilles sont pleines, je viens de les ouvrir, et pour la plupart d'entre eux, ça va être une réelle découverte puisque je ne les ai jamais dégustés. Alors c'est vrai pour les 3 éditions limitées, A Tale of, qui est une gamme à part entière de la distillerie qui existe depuis plusieurs années maintenant. J'en ai 3 aujourd'hui, A Tale of Tokyo, A Tale of the Forest et A Tale of Cake. Le Glenmorangie 18 ans ancienne génération qui n'existe plus depuis à peu près 2 ans maintenant. Dans la petite fiole à côté, il s'agit du Glenmorangie 19 ans. Et on termine par le must, par le top du top, en tout cas pour ce qui est de la gamme régulière de la distillerie Glenmorangie, il s'agit du Glenmorangie Signet. 2 enjeux principaux, voir si j'arrive à déceler pour les 3 éditions limitées ce qu'elles sont censées incarné, et deuxième enjeu, voir si le Glenmorangie Signet notamment est significativement au-dessus de ses concurrents. Du coup, commençons par un petit tour d'horizon de chacune de ces bouteilles. Honneur à la petite fiole, pas grand chose à dire sur cette bouteille, c'est un embouteillage de la gamme régulière aujourd'hui que l'on trouve assez peu, notamment sur le marché français, qui tourne autour de 130 €, 19 ans d'âge, vieilli exclusivement dans d'ex-fûts de Bourbon, ce qui se fait de moins en moins et ce qui est un petit peu paradoxal pour un Glenmorangie, on va voir pourquoi dans un instant. 43 degrés d'alcool, filtré certes mais non coloré. On va passer au Glenmorangie 18 ans, il a les mêmes caractéristiques à quelques différences près, filtré, réduit à 43 degrés d'alcool et coloré cette fois. Coloré pourquoi ? Parce qu'une partie de son distillat est transférée dans d'ex-fûts de sherry pour 3 ans de vieillissement. Au final, ça fait un finish en fût de sherry malgré les 3 ans, assez léger, et je pense que c'est pour ça qu'il le colore, car quand on affiche ex-fût de sherry sur l'étiquette et que le whisky est très clair, le consommateur ne va pas comprendre, notamment pour un 18 ans d'âge, c'est quand même dommage. Le Glenmorangie 18 ans est disponible très largement, c'est un des 18 ans les plus connus, les moins chers, on tourne autour d'une centaine d'euros, il a un peu pris en prix ces derniers temps. On va passer aux éditions limitées, à commencer par A Tale of the Forest, à l'image de ce qui a pu être fait par la distillerie Mackmyra pour son embouteillage Svensk Rök, que j'avais beaucoup apprécié. L'orge maltais qui a servi à faire cet embouteillage a été séché en partie, ou en tout cas a été fumé avec notamment des écorces de bouleau, du genévrier pour apporter plus de saveur, un goût singulier à ce whisky. Sinon, il a été vieilli 100% en ex-fût de Bourbon. Donc toute la particularité au niveau du profil aromatique de ce whisky va être apportée par ce fumage. J'espère que ce sera la bouteille la plus facile à reconnaître des 6. Si je ne reconnais pas A Tale of the Forest, autant vous dire que je suis un peu mal barré pour cette dégustation. C'est un whisky non filtré, mais c'est un whisky qui est tout de même coloré, bien qu'il soit embouteillé à 46 degrés d'alcool, et son vieillissement a duré une dizaine d'années, pas plus. En fait, la base des éditions limitées A Tale of blablabla, c'est le Glenmorangie original, le Glenmorangie 10 ans, auquel on aura rajouté un petit truc en plus, mais pas forcément énormément de vieillissement supplémentaire. Dommage d'en passer par là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est le marketing. Vous aurez d'ailleurs remarqué que ces bouteilles sont magnifiques, elles sont dotées d'étiquettes ultra colorées, chatoyantes, elles attirent l'œil. Et que dire du packaging et des emballages ? Et la plus belle, c'est sans doute A Tale of the Forest, sans que ce soit pour la distillerie une raison de faire exploser les prix. Aucune de ces bouteilles ne dépasse la barre des 100 €. Alors vous allez me dire, pour un 10 ans d'âge avec un petit truc en plus, on est déjà sur quelque chose d'assez cher. 75-80 €. Dans le marché d'aujourd'hui, on aurait pu s'attendre à encore plus. On va parler maintenant de A Tale of Cake, qui est l'édition inaugurale de cette gamme. A Tale of, c'était la première qui est sortie en 2020. Et par la suite, il y en a eu au moins un par an. A Tale of Cake, comme son nom l'indique, son profil aromatique doit rappeler la dégustation d'un gâteau, de quelque chose de pâtissier. Pour un whisky moderne, on va dire, c'est quelque chose d'assez classique. Et pourtant, on est sur un finish là également qui est
original puisque sur la base du Glenmorangie 10 ans, on va rajouter un finish de quelques mois en fût de Tokay. Du coup, ce vin de dessert hongrois. Là encore, embouteillé à 46 degrés d'alcool, il n'est pas filtré, mais comme on peut le voir, il est coloré. Encore une couleur typique du caramel E150. L'avant-dernière sortie, c'est ce Glenmorangie A Tale of Tokyo. Ce A Tale of Tokyo diffère un petit peu au niveau de la méthode de vieillissement des deux premiers, puisqu'il s'agit toujours de la même base, le Glenmorangie 10 ans, mais que l'on aura fait vieillir dans deux types de fûts différents successivement. Premier finish en ex-fût de sherry, puis on passe A Tale of Tokyo, donc Japon oblige, à un deuxième finish de quelques mois dans d'ex-fûts de chêne japonais, la fameuse essence de chêne Mizunara. C'est quelque chose de très recherché mais qui est devenu également très marketing aujourd'hui, endémique au Japon, spécifique au Japon, qui arrive à maturité très tard, à environ 200 ans, c'est pour ça que c'est rare. Il y a encore plusieurs éléments qui font la rareté de ce chêne Mizunara. Le deuxième, c'est que son abattage est ultra régulé par le gouvernement japonais. Et le troisième élément, c'est qu'il est très très dur à travailler, car beaucoup plus fragile. Et donc pour fabriquer un tonneau, c'est beaucoup plus difficile. C'est également un chêne qui est beaucoup plus poreux. Donc comme les autres, embouteillés à 46 degrés d'alcool, non filtré, mais encore une fois coloré. On a oublié un whisky en fait, on a peut-être même oublié le principal, le Glenmorangie Signet, le whisky le plus premium des 6. Il existe depuis plus de 15 ans aujourd'hui, ce whisky. Comme vous l'aurez remarqué, c'est un as, et oui, c'est le plus cher. Une bouteille coûte aux environs de 200 €, voire même plus aujourd'hui. Pas de mention d'âge sur la bouteille. En fait, il s'agit de l'assemblage de plusieurs single malt Glenmorangie, voilà, dans un seul et même embouteillage. Les plus vieux ont plus de 30 ans. Par contre, on a quand même des whiskies beaucoup plus jeunes, autour d'une dizaine d'années pour équilibrer le profil aromatique de l'assemblage. Du coup, c'est un as embouteillé à 46 degrés d'alcool, ni filtré, ni coloré pour une fois. Le whisky n'est pas coloré. C'est une magnifique bouteille, hein. Vous avez le symbole de la distillerie Glenmorangie. La bouteille est extrêmement lourde, extrêmement belle, et elle rappelle tout de suite le café en fait, avec sa couleur. Pourquoi le café, voire le chocolat? Et bien parce qu'une partie de l'orge qui est utilisée pour faire ce whisky est un orge qu'on appelle chocolat. C'est un orge qui a été surchauffé lors du séchage, toasté pour qu'il caramélise un petit peu et apporte une dimension supplémentaire au niveau de son aromatique qui rappelle des notes de chocolat noir, qui intègre une amertume qui rappelle même des notes de café. Donc c'est peut-être la particularité principale de cette bouteille. L'autre petite spécificité par rapport à ses cousins que je vais déguster aujourd'hui, c'est qu'il a vieilli dans 3 types de fûts différents: ex-fût de Bourbon, ex-fût de Sherry Oloroso et ex-fût de rien du tout, en fait des fûts vierges qui ont été toastés à l'intérieur comme dans beaucoup de whisky modernes. Un whisky à la fois haut de gamme, innovant, donc j'espère le reconnaître lors de cette dégustation. J'espère qu'il va un petit peu tirer son épingle du jeu. Voilà, je crois qu'on a parlé de toutes les bouteilles. Il me reste plus qu'à donner 2-3 éléments sur la distillerie Glenmorangie elle-même et on pourra y aller. Glenmorangie, c'est peut-être une des distilleries les plus connues d'Écosse. C'est une distillerie des Highlands et elle s'est forgée une réputation sur plusieurs éléments. Le premier, elle est connue parce qu'elle dispose des alambics les plus hauts d'Écosse, plus de 5 mètres de haut, ce qui nous donne un distillat très léger. C'est pas forcément le profil typique d'un whisky des Highlands. Les éléments les plus lourds retombent au fond de l'alambic. Il n'y a que les éléments les plus légers qui vont passer le col de cygne et qui vont arriver in fine dans la bouteille. Ce sont des alambics dans lesquels on produisait auparavant du gin. Le deuxième élément, il tient à une personnalité, celle du docteur Bill Lumsden. Il est arrivé à la distillerie Glenmorangie en 1995 et il n'en a pas lâché la direction depuis. Il fête donc cette année, en 2025, ses 30 ans chez Glenmorangie. Beaucoup d'amateurs de whisky le connaissent car c'est un peu lui qui a inventé le finish. Avant Bill Lumsden, avant les années 90, les whiskies étaient souvent vieillis dans un seul type de fût. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était surtout dans d'ex-fûts de sherry. Après la Seconde Guerre mondiale, avec cette mode de tout ce qui était américain, après la libération de l'Europe, on va passer à une deuxième étape, à une deuxième ère pour le vieillissement du whisky. L'essentiel de la production de whisky écossaise va être vieilli en ex-fût de
Bourbon, Bill Lumsden donne libre cours à son inspiration, à son génie, on dirait aujourd'hui, et expérimente les premiers vieillissements successifs dans différents types de fûts. Aujourd'hui, c'est quasiment la norme. C'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo que le 19 ans d'âge qui est vieilli 100% en ex-fût de Bourbon, c'est un peu l'exception qui confirme la règle chez Glenmorangie. Allez, on commence tout de suite avec le premier whisky en partant de la gauche. Un petit peu d'alcool, un nez assez timide, sur la douceur, le côté caramel, un côté mielé, un côté pâtissier. Comme ça, c'est un nez assez simple, attractif, doux, pas d'une grande complexité. On commence dans la droite ligne du nez avec quelque chose de doux, de pâtissier. Ensuite, on a un petit creux où il se passe pas grand chose, on a l'impression qu'on va en rester là et du coup, c'est assez décevant. Mais d'un coup, le whisky revient, remonte et là, on a plein de choses qui se passent. En fait, c'est un whisky qui est très long en bouche, assez complexe mine de rien. Cette fin de bouche, elle est vraiment au-dessus de tout ce qui s'est passé auparavant. On a des notes d'épices d'abord, puis des notes de chocolat, des légères notes de café également. J'espère que c'est pas forcément le Glenmorangie Signet parce que j'avais un meilleur souvenir. Un petit point faible pour moi, c'est la texture. Par contre, on est sur un whisky qui est très agréable à boire, qui est surprenant car on ne s'attend pas à ce qu'il se prolonge autant, à ce qu'il soit aussi complexe. On passe au whisky numéro 2. Un nez déjà complètement différent, avec de la douceur mais également de la fraîcheur. Un côté céréal beaucoup plus prononcé que ce que j'avais pu avoir dans le whisky numéro 1. Quelque chose d'équilibré, d'attractif, mais encore une fois d'assez timide. Beaucoup plus classique, beaucoup plus fidèle à ce qu'est le style Glenmorangie, à ce que l'on s'attend lorsqu'on déguste un whisky Glenmorangie. C'est floral, c'est mielé, c'est fin, c'est pas excessivement complexe, mais c'est long en bouche. La texture est un tout petit peu meilleure que celle du whisky numéro 1, même si elle n'est pas onctueuse non plus. Par contre, au niveau longueur en bouche, on est un cran en dessous. Mais on est quand même sur quelque chose d'agréable, notamment parce que c'est un whisky qui est équilibré, qui se tient, qui est constant en bouche, avec ce côté doux, mielé, vanillé et ce côté floral. On passe au whisky numéro 3. Classique, vanillé, caramel, une légère note pâtissière et une légère note herbacée qui se dégage également. Et là, je retombe sur quelque chose avec un peu d'alcool également. Encore une fois, assez timide, mais peut-être le nez où l'alcool est le moins bien intégré. Je me demande s'il n'y a pas un problème avec ce whisky. La texture est bonne, on a un côté épicé qui vient titiller la langue, mais surtout on a un côté, je trouve, rance. Une noix, mais qui aurait ranci vraiment. À la limite du désagréable, puisqu'en fin de bouche, je n'ai plus que ça. Et du coup, pour le moment, en se basant uniquement là-dessus, c'est vraiment le whisky que j'aime le moins. Mais ça m'étonnerait qu'on ait voulu à Glenmorangie embouteiller quelque chose comme ça. Alors c'est assez surprenant parce que c'est la première fois que ça m'arrive, même les très vieux whisky que j'ai achetés aux enchères, dont l'embouteillage remontait à des dizaines d'années, j'avais jamais eu ce problème. J'ai ce goût de rance qui me reste sur le palais. Pas du tout une bonne surprise ce whisky numéro 3 là, le whisky numéro 4. Pas de problème sur celui-ci, j'ai l'impression, mais encore une fois, un nez assez timide, avec de la vanille, un côté doux mielé, un petit peu d'épices, pas grand-chose qui ressort. Après, j'ai le nez et les papilles un petit peu anesthésiés par ce côté rance, là, c'est dommage. Je verrai à la fin de la dégustation lequel c'est, mais je crois que je vais même pas le reprendre. Floral, fin, ciselé, une petite amertume et un petit côté épicé en fin de bouche, dommage. Également assez aqueux, une longueur en bouche moyenne, le whisky se termine assez rapidement. Dans ma tête, ce whisky me fait penser au Glenmorangie 18. Donc un bon whisky mais avec une fin de bouche un peu décevante. Voyons le whisky numéro 5. Nez très différent, vert, avec une légère fumée. Là je mets tout de suite une pièce sur le A Tale of the Forest. Je me demandais quand il allait sortir et comment il allait sortir, si ce serait vraiment distinctif. Là, j'ai bien l'impression qu'on est dessus. Là. Avec, oui, une légère fumée. Pas ce qu'on pourrait vraiment qualifier de tourbe. Fumée herbacée. L'inconvénient, c'est que ça masque un peu le reste. On a un côté vert, on a ce côté fumé, ce côté effectivement un petit peu forestier. Mais sinon, derrière, on n'a pas grand-chose d'autre. On a quand même une belle texture. Une des plus belles depuis le début, et on a ce côté vert, ce côté forestier avec la fumée qui emplit tout le palais, c'est très ample, très agréable. Par contre c'est pas complexe, parce que le reste du profil aromatique est très discret. Le côté floral, je ne le sens pas, on a un léger côté doux, mielé, mais c'est vraiment très surprenant. C'est équilibré, cette fumée qui vient titiller la langue, ça reste vraiment très longtemps. Il ne faut pas aller chercher le côté un petit peu floral ciselé du whisky précédent. Je pense que c'est quand même une jolie réussite ce whisky, même si on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus complexe, avec un profil aromatique un peu plus équilibré. On continue, et j'ai toujours ce côté rance en bouche là, ça m'énerve. Dernier whisky au nez.
côté boisé qui ressort, pas d'alcool, côté boisé et pâtissier. Légère note d'épices également. Un des nez les plus expressifs des 6. On va voir si c'est équilibré en bouche. Là, la dimension principale du profil aromatique, c'est le côté épicé. Ça titille la langue, il y a une légère amertume, c'est vraiment beaucoup d'épices. Comme la plupart des autres, c'est pas très complexe, mais c'est assez expressif, c'est agréable à boire. La texture moyenne, comme dans la plupart des autres, et la longueur en bouche est, on va dire, moyenne plus. Si on aime le côté épicé, franchement, c'est un whisky qui se laisse vraiment boire. Il me rappelle d'ailleurs un petit peu le Compass Box Spice Tree. C'est pas mal, pour finir, c'est pas mal. Apparemment, il devrait sortir bientôt A Tale of Spice. Enfin, je pourrais dire que c'est lui, mais là, je ne sais pas. Bref, je vais reprendre le whisky numéro 2 parce que je l'ai un peu oublié. Donc, c'est un nez très timide, très doux, très accessible. C'est très vanillé, très doux, un léger côté floral, un léger côté fruits jaunes de verger, du fruit du verger. C'est un whisky tout en finesse, qui est pas très complexe. La texture est malheureusement toujours un peu aqueuse, mais il a une longueur en bouche correcte. Ça se laisse vraiment, ça se boit comme de l'eau en fait, ça se boit comme de l'eau. Je mettrais bien une petite pièce sur le Glenmorangie 19 ans parce que je vois bien un whisky vieilli 100% en ex-fût de Bourbon. Donc pour moi, ça vaut pas plus de 100 € un whisky comme ça. Par contre, alors ce whisky numéro 3, je vais quand même essayer de retenter. Ah ouais, non. Devant ce côté sucré du whisky, j'ai ce côté rance là, ce côté un peu légèrement moisi. Voilà. Je vais réessayer le 4, qui pour moi était le 18 ans. Très classique, équilibré, de la douceur, une légère amertume, du caramel. Très classique également en bouche. Ce petit défaut de la texture, la longueur en bouche est moyenne, mais sur quelque chose de très fin encore une fois. Plus d'amertume, des fruits plus noirs que dans le whisky numéro 2. Une continuité dans le profil aromatique, en tout cas en bouche, avec un léger côté floral, fruité, mais plus mature ou en tout cas de plus noir, influencé par le sherry. Donc j'ai bien envie de rester sur le 18 ans. Quelque chose de plus jeune que le whisky numéro 4. Plus jeune, plus épicé. Plus jeune, plus épicé, plus sucré et du coup plus expressif, mais également moins fin. Sur les épices, la sucrosité, côté légèrement boisé. C'est pas désagréable, ni très complexe, ni très fin. Ça me fait pas vraiment penser à un Glenmorangie en fait. Pour l'identification, je saurais pas trop. J'hésite entre A Tale of Tokyo, si c'est pas celui qui a un problème, et A Tale of Cake. Je vais reprendre le 1, voir si c'est amélioré. J'espère en tout cas, parce que pour moi c'est le Signet. Ah non, le nez c'est pas vraiment amélioré. Hein. C'est fin, oui, mais c'est assez timide. On sent la maturité, certes. Pour un whisky de cette gamme-là, avec ce côté premium, on est un peu déçu, surtout au nez. Dans la texture, c'est amélioré. On n'a plus ce creux qu'on avait en milieu de bouche. Oh, ah, le finish est superbe. Amertume, chocolat, café, cappuccino même je dirais. C'est sûr, c'est le Signet. Je me souvenais pas que la fin de bouche prenait autant de place. Là derrière on a effectivement cette attaque sur la douceur, le côté vanille, mais elle est tout de suite éclipsée encore plus vite qu'en première bouche par ce côté tout de suite amertume, chocolat noir, café, cappuccino, qui va durer par contre extrêmement longtemps. Whisky singulier, très surprenant quand on l'a pas bu depuis longtemps ou quand on le découvre, mais est-ce que ça vaut aussi cher? Voilà, donc on a à peu près fait le tour. Je suis un peu déçu, surtout à cause de ce whisky numéro 3. Là, pour moi, il a un problème, ce whisky, il sent le rance. Parfois, on a ce genre de mauvaise surprise quand on achète un whisky aux enchères. On ne sait pas dans quelles conditions il a été conservé, mais pour moi, ça ne pouvait pas altérer le whisky lui-même. Donc c'est pour ça que je suis assez surpris. J'ai déjà eu des bouteilles qui sentaient le moisi. La bouteille elle-même, pas le whisky. S'il y en a un qui avait senti le moisi, je l'aurais... Enfin, c'est pas à l'extérieur, donc c'est vrai que c'est assez étrange. Pour moi, le whisky numéro 1, c'est le Glenmorangie Signet, que je vais quand même classer premier, mais il se détache pas autant que je l'espérais. Il se détache pas autant que sa gamme de prix, que son marketing, que son positionnement haut de gamme le laissait penser, le laissait espérer. Le whisky numéro 2, je vais rester sur mon intuition première, je vais dire que c'est la petite fiole, là je vais dire que c'est le whisky Glenmorangie 19 ans, parce qu'il est léger, il est floral, il se boit comme de l'eau, typique d'un whisky vieilli 100% en ex-fût de Bourbon, c'est équilibré, la texture est plutôt bonne, la longueur en bouche aussi. Le whisky numéro 3, je vais le mettre hors classement et hors identification, parce que moi, il a un souci. Le 4, pour moi, c'est Glenmorangie 18 ans. Un peu déçu. Si c'est lui, je m'en rappelais de manière un petit peu plus positive. Le 5, c'est sûr à 100%, c'est A Tale of the Forest. Et le 6, je sais pas, avec cet élément perturbateur, là, je ne sais pas. Mon instinct, ma première impression, c'était plutôt le A Tale of Tokyo. Donc, je vais rester là-dessus, dans le doute. Je vais dire que c'est le A Tale of Tokyo. Par contre, pour ce qui est du classement, ça va être un peu compliqué. Whisky numéro 2, on va continuer dans l'ordre, en fait. Pour moi, c'est le Glenmorangie 19 ans et je vais le classer en deuxième position. Le 3, je le sors du classement. Le 4,
le 18 ans. Oh, ça se tient. Allez, je vais trancher, je vais faire mon normand. Donc premier pour moi le whisky numéro 1 qui est le Signet. Deuxième le whisky numéro 2 qui pour moi est le Glenmorangie 19 ans. Troisième ex aequo, le whisky numéro 5 et le whisky numéro 6 qui pour moi sont respectivement le A Tale of the Forest, c'est sûr à 100%, et A Tale of Tokyo, c'est sûr à 0%. Surprenant, un léger déséquilibre dans les deux, original. Dernier parce que classique, parce que une fin de bouche décevante, le whisky numéro 4 qui pour moi est le Glenmorangie 18 ans. Voilà, on va pouvoir passer au reveal et on y va. Allez hop. Le whisky numéro 1, c'était bien le Glenmorangie Signet. Je me suis pas planté. Je sais pas si c'est un soulagement, il y a quand même une légère déception. Je vais quand même lui laisser une autre chance, parce que comme dit, c'est un whisky qu'on n'apprécie pas forcément de la même manière en fonction des jours. Là, j'ai eu une première impression négative. Négative parce que c'était le premier, parce que le nez, je trouve, est très décevant, parce qu'il y a peu de choses qui se passent. Après la bouche, je me rappelais pas non plus comme ça. Je me rappelais d'un whisky complexe, long en bouche certes, qui tendait pas tant sur la fin de bouche avec ce côté chocolat, amertume, café. Ça reste très surprenant et si vous avez les moyens, il faut le goûter un jour parce que c'est pas un whisky dont on va retrouver le profil aromatique souvent, ça c'est clair. Le whisky numéro 2, c'était bien le Glenmorangie 19 ans qui est dans la petite fiole. Finalement assez facile à identifier parce que ce vieillissement 100% en ex-fût de Bourbon, il se retrouve tellement peu aujourd'hui que voilà, quand on a un whisky comme ça, léger, floral, sans amertume, c'est vraiment pas désagréable quoi. Surtout quand c'est bien fait comme ça, avec une très bonne texture. Enfin, en tout cas, pour ce qui est de cette dégustation, c'est pas non plus une texture incroyable. Une bonne longueur en bouche, c'est fin. Le 3, là ça m'intéresse parce que je vais savoir laquelle de ces bouteilles a un souci. Ah bah c'est le A Tale of Cake. C'est une bouteille que j'ai achetée pas aux enchères. Ah, c'est vraiment surprenant. Ouais, c'est celle-là, ça sent le rance. Du coup, bah voilà, ma dégustation a été faussée par ce A Tale of Cake. Je voulais pas les avoir dégustés avant. Aujourd'hui, ça s'est retourné un petit peu contre moi. Whisky numéro 4. C'est bien le 18 ans. C'est bien le 18 ans. Donc mon souvenir était juste. Également une déception. Parce que très classique dans son profil aromatique. Pas mauvais. Je pense que n'importe quel jour je prends ce whisky, je dis qu'il est bon. Mais pour un 18 ans d'âge, on cherche la complexité. Voilà, je trouve que c'est pas digne d'un whisky premium. Whisky numéro 5. J'ai eu peur, j'ai vu Tale of Tokyo, je me suis dit oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est bien A Tale of the Forest, très facilement reconnaissable effectivement avec cette fumée, ce côté forestier à passer. On peut vraiment parler de côté forestier parce qu'on a l'impression, alors on n'a pas vraiment l'impression d'être dans la forêt, mais on a l'impression qu'on a fait un petit peu brûler de l'écorce. Un avantage et un défaut. Parce que c'est très agréable à boire. Par contre, on n'a que ça. Voilà, le distillat Glenmorangie s'efface. Mon point de vue, c'est que je préfère le Mackmyra. Parce que là, c'est vraiment un parti pris. On sent qu'il est joué à fond. On a le côté jeune, on a le côté acidulé, ce côté très vert, ce côté incisif et ce côté boîte genévrier ultra présent. Il a quand même terminé 3e ex aequo avec le whisky numéro 6 qui logiquement est le A Tale of Tokyo. Un peu le même constat que le Tale of the Forest. On a joué sur le côté un petit peu épicé. Je pense qu'il doit venir du côté Shen Mizunara. C'est un whisky qui s'améliore au fil des minutes, donc ça c'est à son avantage. Par contre également un léger déséquilibre. On cherche le côté floral, on cherche le côté doux, le côté vanille du Glenmorangie 10. On l'a perdu. En conclusion, on va dire que je m'étais fait très beau pour l'occasion, je voulais un peu me mettre au diapason de tous ces embouteillages un peu marketés, un peu premium. Alors on va pas dire que c'est une mauvaise dégustation, à part pour ce whisky numéro 3 qui sent le rance et qui a un problème. Pour le reste, on va pas dire que c'est mauvais, par contre c'est pas non plus une dégustation exceptionnelle. Je m'attendais à un niveau très élevé sur cette verticale Glenmorangie, parce que nostalgie, parce que beaucoup de souvenirs avec des whisky Glenmorangie, de très bons souvenirs. J'ai parfait, on va dire, une expérience d'amateur de whisky au début avec pas mal de whisky Glenmorangie, parce qu'ils sont très accessibles. Avec plus d'expérience, avec plus d'éléments de comparaison, Glenmorangie rentre un petit peu dans le rang. Voilà, c'est peut-être le principal enseignement. Et deuxième enseignement, j'ai encore tout juste. Malgré ce petit problème de bouteille, malgré une légère déception, j'espère tout de même que cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. Restez connectés, on se retrouve bientôt, quoi qu'il arrive, pour un nouvel épisode de Malte à propos. Et en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.